Bonjour encore une fois, chers élèves. Bonjour, M. Ndoye, le journaliste d'Info 15. Donc, comme on a l'habitude de le faire, et je dis que c'est la deuxième année, on l'a fait dans différentes écoles privées. Et cette année-ci, nous sommes à Almadies 2, une école qui se trouve à côté de la station du lycée de Djakhaï. Donc, pour ne pas plus tarder, l'année passée, on avait déjà parlé de la poésie. On a fait aussi une introduction à la poésie. Et après, on est revenu sur les fonctions de la poésie. Et cette année-ci, on va essayer de parler sur un genre littéraire qui est le roman. Mais avant ça aussi, je tenais aussi à féliciter Info 15 qui fait ces émissions-là avec différents professeurs qui sont à Dakar. Et que c'est vrai que je suis le premier à le faire, mais aussi il y a d'autres professeurs qui font ces émissions en histoire géo et en philosophie. Et là, je demande aussi aux élèves, à tous les élèves, parce qu'il y a pratiquement beaucoup d'élèves qui nous appellent de sous-régions, en Casamance, différentes, en tout cas dans les régions du Sénégal, pour essayer tout simplement de montrer tout simplement leur contentement vis-à-vis de cette émission. Et là, je demande aussi aux élèves, après l'émission, de suivre ça sur la chaîne Info 15. Donc, aujourd'hui, on va tout simplement vous présenter le roman. Le roman qui est un genre littéraire comme la poésie et aussi comme le théâtre. Parce que comme on a longtemps dit cela à travers le théâtre, la poésie, le roman. Et pour parler de la poésie, et pour parler du roman, et pour parler du théâtre, là, il faut revenir tout simplement sur leur caractère esthétique. Parce que je dis bien qu'il y a tout simplement la romancité dans le roman, la poéticité de la poésie et la théâtralité du théâtre. Autrement dit, ce qui fait tout simplement que le roman est devenu aujourd'hui un genre roi. Parce qu'on l'a vu à travers ses origines. On dit que le roman est né au XIIe siècle. Mais avant le XIIe siècle, le roman, on a dit qu'il était une langue qu'on appelait la langue romane. Autrement dit, la langue vulgaire, plus précisément la langue vulgus. Et c'est par ricochet maintenant que le roman, qui était tout simplement une langue, est devenu maintenant une œuvre écrite en prose. Quand on dit le roman est écrit en prose, ça veut dire que le roman est écrit sous forme de phrase. Et là, je tenais tout simplement à dire, écrire en prose n'est rien d'autre que écrire en ne tenant pas compte de la longueur des vers. Alors que si nous revenons à la poésie, le poète écrit sous forme de vers, c'est-à-dire il écrit en respectant tout simplement les règles de versification. Et donc le roman est une œuvre d'abord littéraire qui est écrite en prose, qui met en scène des personnages, dont l'intérêt est dans la narration. Et là, cela nous montre tout simplement que le roman, quand on parle de narration, cela nous montre tout simplement que le roman, il y a tout simplement de la fiction. Et on ne peut pas parler du roman sans pour autant parler de la fiction, parce que le roman est une œuvre fictive. Et là, on va tout simplement parler de cette fiction-là, qui fait tout simplement que le roman est devenu ce qu'il est. Mais avant ça aussi, le roman, on a dit que le roman est né au XIIe siècle, alors que la poésie et le théâtre sont nés depuis l'Antiquité. Et que maintenant, le roman qui est né au XIIe siècle, c'est-à-dire au Moyen-Âge, et là, maintenant, le roman est appelé aujourd'hui le genre roi. Et maintenant, pourquoi on dit le roman est un genre roi? Parce que le roman est le genre littéraire le plus accessible au public. Et c'est la raison pour laquelle on dit tout simplement que le roman est un genre littéraire où toutes les banalités de la société sont mises dans le roman. Autrement dit, le roman parle tout simplement des problèmes de la société. Autrement dit, le romancier reflète les problèmes de la société. Et là, pour revenir sur ça, on va parler tout simplement sur la fiction. Et que nous, avec les élèves, on a tout simplement parlé ce qui fait que le roman est un genre littéraire fictif. Et quand on dit que le roman est un genre littéraire fictif, n'est rien d'autre que les éléments qui composent le roman relèvent tout simplement du mensonge. Et pour parler des éléments qui composent le roman, on a d'abord les personnages, on a aussi l'espace, on a aussi l'histoire.
Et quand on dit que les personnages du roman sont inventés, les personnages du roman relèvent de la fiction, et là je vous renvoie tout simplement à l'œuvre de Germinal d'Émile Zola, où on a tout simplement un personnage qui est Étienne Lantier, qui est un personnage imaginaire. On a aussi Jean Valjean dans l'œuvre Les Misérables de Victor Hugo, qui est un personnage inventé, mais aussi on a aussi Allah, dans Allah n'est pas obligé, l'œuvre de Amadou Kourouma, on a aussi le petit Birahim, qui est un personnage qui est inventé. De même que dans l'œuvre de Gustave Flaubert d'Emma Bovary, on a Charles Bovary qui est inventé, on a aussi Emma Bovary qui est inventé. Et que maintenant, si nous revenons aussi sur l'espace, et la classe, on l'a fait en parlant tout simplement des espaces qui sont inventés. Et là, en parlant de l'espace qui est inventé, et là, je vous renvoie tout simplement à l'œuvre En attendant le vote des bêtes sauvages, où Amadou Kourouma tout simplement a travaillé sur un espace qui est inventé. Et c'est quel espace? Et l'espace est s'appelait la République de Katamala Nazi. La République de Katamala Nazi. Et là maintenant, à travers maintenant l'espace, on a aussi l'histoire. Et dans l'histoire, on a Gargantua de Pantagruel, qui a été écrit par François Rabelais. Et que dans Gargantua de Pantagruel, François Rabelais a parlé tout simplement d'une histoire qui est inventée. Et là, c'est tout simplement l'enfant qui a fait 11 mois dans la ventre de sa mère et qui est sorti dans l'oreille de sa mère et qui a réclamé à boire. Et là, on a tout simplement de l'histoire qui est inventée. Et c'est la raison pour laquelle un romancier qui s'appelle Louis Aragon disait tout simplement que l'art du romancier est de savoir mentir et que le roman est une purement mensonge. Et un romancier à qui on demandait qu'est-ce qu'il y a de vrai dans vos romans, qu'est-ce qu'il a répondu? Rien. Pourquoi? Parce que j'ai tout inventé. Et là, pour comprendre tout simplement que le roman est une œuvre imaginaire, le roman est une œuvre mensongère, le roman est une œuvre qui est inventée. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire le roman sans pour autant comprendre la fiction. Et je dis bien que c'est la fiction qui fait l'importance du roman. C'est la raison pour laquelle un professeur même disait que pour chercher la date de naissance du roman, il faut aller à la fiction. Pourquoi? Parce que c'est dans la fiction qu'on peut tout simplement sortir le roman. Autrement dit, le roman est une purement mensonge. Le roman est une pure, tout simplement, fiction. Et là, cette fiction-là, beaucoup d'élèves confondent ça avec l'évasion. Et pourquoi je dis que les élèves confondent la fiction à l'évasion? Parce qu'ils pensent que la fiction égale l'évasion. Alors que la fiction fait l'importance du roman et l'évasion n'est rien d'autre qu'une fonction. C'est la raison pour laquelle je dis aux élèves que la fiction n'est pas une fonction. Pourquoi? Parce que le roman est une œuvre fictive. Et que l'évasion n'est rien d'autre que la fonction qui se trouve dans le roman. Et là, je dis aussi que si vous voulez aussi chercher les fonctions du roman, je vous renvoie au verbe dire. D comme dénonciation, I comme imagination, on a aussi R comme la fonction réflexive, parce que dans le roman, on a des questions à se poser. Et là, je vous renvoie tout simplement à l'œuvre tout simplement d'étranger d'Albert Camus. Et le E n'est rien d'autre que éducation, didactique et enseignement. Et pour revenir encore sur cette partie-là, pourquoi j'aime tout simplement m'attarder à cette partie? Parce que cette partie pose beaucoup de problèmes aux élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui ont un problème tout simplement de parler de la fiction. Et la raison pour laquelle je dis aux élèves, je dis aux candidats, une fois que vous avez un sujet au baccalauréat, où on vous demande de parler de la fiction, et là, il ne faut jamais parler de l'évasion. Parce que l'évasion, c'est une fonction, alors que la fiction fait partie tout simplement des éléments qui montrent que le roman est une œuvre inventée, qui montrent que le roman est une œuvre imaginaire. Et maintenant, après cette fiction-là, on a la réalité. Pourquoi la réalité? On parle de fiction et après on parle de réalité. Et que François Mauriac l'avait dit. Quand François Mauriac disait, les personnages du roman naissent du mariage que le romancier contracte avec la réalité. Quand il dit les personnages du roman naissent du mariage, n'est rien d'autre que le romancier, il travaille quelque chose de son imagination, plus la réalité pour composer son œuvre. C'est la raison pour laquelle dans le roman, on a la fiction, on a la réalité. Et là aussi, parlant aussi du roman, il faut aussi faire attention à ces deux choses-là, entre le romantisme et le romanesque. Et là, je dis que dans le roman classe, quand on parle de romanesque, cela nous renvoie à quoi? Romanesque, cela nous renvoie
au roman. Et quand on parle de romantisme, ça nous renvoie à la poésie. Donc il faut faire très attention. Parce qu'il y a des élèves, on leur donne un sujet qui porte sur la poésie. Au lieu de dire les écrivains romanesques, au lieu de dire les écrivains romantiques, ils disent les écrivains romanesques. C'est la même chose que dans le roman. Au lieu de dire les écrivains romanesques, ils vont dire les écrivains romantiques. Alors que si on parle de romantisme, cela nous renvoie tout simplement au roman. Maintenant, après ça, on a le roman comme reflet de la réalité. En quoi le romancier peut refléter la réalité? Parce que je dis aux élèves que refléter la réalité, mais est-ce que c'est la réalité? C'est ça le problème. Est-ce que si le romancier prend sa plume pour refléter la réalité, est-ce qu'il va parler de la réalité? C'est la raison pour laquelle on ne peut pas refléter la réalité avec de simples mots. Autrement dit, refléter la réalité n'a rien à voir avec un romancier qui transforme sa plume pour dénoncer les problèmes de la société. Autrement dit, refléter la réalité n'est rien d'autre que le romancier doit tout simplement suivre les principes du réalisme. Et quand on dit les principes du réalisme, on a dit d'abord la neutralité. La neutralité. Et pour dire la neutralité, ici le romancier doit rester fidèle. C'est-à-dire, il doit rester fidèle. Fidèle. C'est comme si un policier à qui on a appelé de parler sur un accident, lui, il ne va pas faire de commentaires. Il ne va pas tout simplement dire ce qui a tort, ce que l'homme qui a tort ou bien l'homme qui n'est pas tort. Mais il va tout simplement regarder les faits et après il va tout simplement décrire cela. Et le romancier, c'est la même chose c'est la même chose qu'il va faire. Il va tout simplement regarder, autrement dit observer, et après il va faire un compte rendu. C'est ce que Youssou Ndour avait dit. Journaliste waru cee yokk waru cee wàññi li mu gis rek lay gis moom lay bind du ne kii moo tooñ du ne kii moo tooñ. Et là un écrivain engagé là il ne va pas le faire. Il va tout simplement dire que l'homme doit tremper son encre volcanique pour dénoncer les problèmes de la société. Mais ici, le réaliste, il va tout simplement refléter la réalité. Il va tout simplement regarder les faits. Mais aussi, toujours dans les personnages du roman, il y a des personnages du roman qui peuvent être tirés de la réalité. L'espace aussi peut refléter la réalité. Ensuite, l'histoire aussi peut refléter la réalité. Et quand je dis le personnage peut être tiré de la réalité. Comment? Je vous renvoie dans l'épopée mandingue de Djibril Tamsir Niane, dans son œuvre Sundiata. Sundiata est un personnage réel. C'est un personnage qui n'est pas inventé. Ensuite, on a aussi l'espace. Je vous renvoie aussi dans une si longue lettre de Mariama Ba. On a parlé des lieux. Hôpital principal. Pourtant, c'est un lieu qui est vrai. Je vous renvoie aussi dans les histoires. Et pour parler tout simplement des histoires réelles dans le roman, là, il faut parler des romans autobiographiques, où l'auteur lui-même va refléter sa propre vie. Mais attention, refléter ou même parler de sa propre vie n'a rien à voir avec le lyrisme personnel. Parce qu'un romancier qui parle de sa propre vie, est-ce que le romancier peut parler de tout ce dont il a fait dans sa vie? Non. Et pour le poète, lui, il va tout simplement exprimer ses sentiments personnels. Et là, le romancier aussi peut parler tout simplement de sa propre vie. Il peut parler tout simplement de sa date de naissance, de ses vécus, alors que le poète, lui, cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse est tout simplement d'exprimer ses sentiments personnels. C'est la raison pour laquelle il faut revoir les confessions de Rousseau. Il faut aussi revoir aussi l'enfant noir de Camara Laye. Il y a aussi les mémoires d'Abdou Diouf. On a aussi les essais de Montaigne. Et là, en grosso modo, pour la première partie, le candidat doit comprendre d'abord en quoi le roman est une œuvre fictive. Pourquoi? Parce que le roman est une œuvre imaginaire. Et c'est la raison pour laquelle on a donné différentes définitions du roman. Et que là, je vais prendre le soin de demander aux élèves de me donner tout simplement l'une des définitions qu'on a données au roman. C'est-à-dire qu'on avait donné une définition concernant Larousse. Et dans Larousse, comment le dictionnaire Larousse a défini le roman? Oui, quelqu'un? Comment le dictionnaire Larousse a défini le roman? Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Oui. Le roman,
est un récit en prose généralement assez long dont l'intérêt est dans la narration d'aventure, la représentation objective ou subjective du réel. Et ensuite, on a encore donné une autre définition. Il peut être aussi défini comme un genre littéraire différent de la nouvelle par sa longueur, du théâtre et de la poésie, par sa configuration et qui s'appuie sur la narration d'histoires faisant intervenir des personnages qui évoluent dans un cadre spatio-temporel bien déterminé. Voilà. Donc, d'après les définitions qu'on a entendues, là, on a tout simplement le roman, toujours le roman comme une œuvre d'imagination. Et là, quand on parle d'imagination, cela nous renvoie tout simplement à la fiction. Et toujours, dans le roman, on a aussi tous les personnages s'évoluent dans un cadre spatio-temporel. Il y a des personnages. Ces personnages-là sont tirés de la fiction. Il y a aussi l'histoire qui est racontée, et l'histoire qui est racontée est tirée de la fiction. Et c'est la raison pour laquelle je défie quiconque de me dire tout simplement quelqu'un qui a vu dans la société qui ressemble typiquement, textuellement à Modou Fall. À Modou Fall. C'est impossible. Autrement dit, on ne peut pas tout simplement peindre ce que Modou Fall est en train de penser. Ça dit, moi je peux peindre Momodou. Mais est-ce que réellement je peux peindre ce que Momodou est en train de penser? C'est la raison pour laquelle on dit tout simplement que le roman est une œuvre d'imagination. Et là, pour parler encore de l'imagination du roman, même Haydn même l'a dit, Haydn qui est un romancier, il dit tout simplement que c'est seulement sa couverture, le nombre de pages, les écritures, c'est seulement ce qui est vrai dans le roman. Alors tout le reste sont tout simplement des mensonges. Donc il faut comprendre à premier lieu que le roman est une œuvre mensongère. Et ne pas confondre à l'évasion. Et après que montrer tout cela, il faut montrer que le romancier aussi peut refléter la réalité. Et là, je vous renvoie tout simplement à ce romancier Stendhal qui disait quoi? Le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Autrement dit, le romancier doit refléter la réalité. Et maintenant, après avoir parlé de ça maintenant, on va revenir sur les fonctions du roman. Le roman a différentes fonctions. On a la fonction de dénonciation. On a aussi la fonction tout simplement d'éducation. On a la fonction évasive. On a aussi la fonction tout simplement, il y a dénonciation, éducation, évasive, mais aussi on a la fonction réflexive. Pourquoi dénonciation? Mais avant la dénonciation, on a la fonction évasive. Parce qu'on a dit que le but du théâtre, c'est distraire, mais en éduquant. La fonction principale, ou bien la fonction primordiale de la poésie, c'est l'esthétique. Mais la fonction du romancier, c'est tout simplement de divertir. Et la raison pour laquelle un romancier dit, quand je prends tout simplement un roman pour lire, c'est tout simplement pour avoir l'intention de se distraire. Donc le roman est une œuvre de distraction. Et quand on dit distraction, n'est rien d'autre que évasion, c'est lorsque le romancier nous pousse à oublier les ennuis de la vie. Lorsque le romancier nous aide tout simplement à oublier les problèmes de la vie. Et là, un écrivain, Anatole France l'a dit. Anatole France disait, j'aime la vérité car l'humanité en a besoin, mais l'humanité a plus grand besoin du mensonge qui la flatte, qui la console, car sans ce mensonge-là, elle périrait du désespoir. Donc le roman cherche tout simplement à distraire. Et après maintenant, la distraction aussi, on a l'éducation. Dans le roman, on a tout simplement des leçons d'éducation. Et là, je vous renvoie tout simplement sur ce que Kafka avait dit, quand Kafka disait l'écriture doit être un coup de poing sur le crâne, autrement dit, l'écriture doit essayer tout simplement de conscientiser. Et conscientisation n'est rien d'autre que la morale. C'est lorsque le romancier nous aide tout simplement à nous éduquer. Et là, je vous renvoie à Claude Roy qui disait quoi? Avant d'être une fable, un passe-temps ou une simulation du vrai, le roman est avant tout une leçon de conduite. Autrement dit, le roman doit chercher tout simplement à éduquer. Et après maintenant, l'éducation, on a la dénonciation. Les écrivains romanesques transforment le crime en une arme de combat pour dénoncer les problèmes de la société. Et là, je vous renvoie tout simplement chez Gonegor à l'œuvre Les Misérables de Victor Hugo. Où Hugo dénonçait tout simplement l'exploitation de la femme. Et quand il disait, tant qu'il y aura la vie sur terre, tant qu'il y aura
quand il y aura tout simplement la discrimination à l'égard de la femme du fait des lois, les livres comme Les Misérables seront toujours utiles. Et là, il dénonçait tout simplement la condition de la femme. Mais il ne faut pas seulement cadrer le roman sur la littérature française, mais aussi on a la littérature africaine. Et pour parler du roman, parlant de la littérature africaine, et là je vous renvoie tout simplement au roman négro-africain dans la date de 1920, 1945, 1945, 1960 et 1960 à nos jours. Et maintenant, pour parler tout simplement de l'engagement, pour parler tout simplement de la dénonciation, il faut aussi prendre l'exemple tout simplement du roman de 1945 à 1960, appelé période de contestation, où des écrivains commencent tout simplement à contester l'autorité coloniale. Et là, je vous renvoie à l'œuvre de Batouala de René Maran. On a aussi Une vie de boy de Ferdinand Oyono, on a aussi Le Vieux Nègre et la médaille. Et dans tous ces romans-là, il dénonçait tout simplement l'autorité coloniale, il dénonçait tout simplement la colonisation. Après maintenant, la deuxième période, on a aussi la troisième période appelée période de désillusion ou bien période de désenchantement. Et cette période-là, les écrivains africains ne dénonçaient pas l'autorité coloniale, mais ils dénonçaient quoi? Le nouveau régime. Pourquoi? Parce que durant l'ère tout simplement des présidents nouvellement élus, parce que 1960 à nos jours, l'Afrique a déjà eu son indépendance. Et que maintenant, les écrivains ne vont plus écrire pour contester la colonisation, parce que nous ne sommes plus dans la colonisation, on a déjà eu notre indépendance. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? C'est tout simplement dénoncer tout simplement le nouveau régime. Et là, on a des œuvres, comme quoi? Oui, on a le Mbam dictateur de Cheikh Aliou Ndao, on a aussi Les Soleils des indépendants de Ahmadou Kourouma, on a aussi En attendant le vote des bêtes sauvages, on a aussi Pleurer rire de Henri Lopez, on a aussi Une vie et demie de Soni Labou Tansi. Ok? Et toutes ces œuvres-là parlent tout simplement du roman comme dénonciation. Il dénonçait autrement dit les différents problèmes de la société africaine. Et c'est la raison pour laquelle je n'aime pas toujours que les élèves cadrent tout simplement le roman à travers la littérature française, surtout dans l'œuvre de Madame Bovary. Parce que l'œuvre de Madame Bovary, Charles Bovary disait, Charles Bovary, c'était tout simplement le personnage principal avec Emma Bovary. Mais l'auteur de l'œuvre Emma Bovary s'appelait qui? Gustave Flaubert. Et que Gustave Flaubert, il reflétait tout simplement la réalité de la société française du 19e siècle. Et quand je dis Charles Bovary reflétait, ça dit que Charles Bovary ne prenait pas parti. Et là, surtout dans les principes du roman, on a tout simplement l'impartialité. L'impartialité, c'est quoi? C'est ne pas prendre parti. Et si on ne prend pas parti, là, je dis que nous ne sommes plus engagés. On regarde seulement ce que la société et on va reproduire. Raison pour laquelle, dans les principes du réalisme, et on a dit que les réalistes reflètent la réalité, et dans les principes, on a l'impartialité. Et l'impartialité, c'est tout simplement ne pas prendre parti. Et que les écrivains réalistes ne prennent pas parti. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire oui, ils ne vont pas dire non, mais ils regardent seulement la société française et ils vont le reproduire. Et c'est la raison pour laquelle je dis que dans le réalisme, il est interdit de dire que les réalistes prennent leur plume pour dénoncer telle ou telle chose. Mais ils prennent leur plume pour refléter les problèmes de la société. Et là, regardez tout simplement Balzac dans la comédie humaine. Balzac dans la comédie humaine. Regardez aussi Zola dans Germinal. Et Zola, pour écrire Germinal, il est obligé tout simplement de séjourner dans les mines. Et quand il est à séjourner dans les mines, et là il va essayer tout simplement de rendre compte tout simplement comment les enfants sont exploités. Et là il prend sa plume pour écrire. C'est la raison pour laquelle il disait: j'aurais voulu aplatir le monde d'un coup de ma plume en forgeant tout simplement des fictions utiles. Autrement dit, le romancier Émile Zola essaie tout simplement de refléter tout simplement la condition des enfants dans les mines. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien prêter votre attention sur le roman comme refléter la réalité et le roman engagé. Quand on vous dit, vous allez au bac, on vous dit,
Montrer que le romancier reflète la réalité, cela n'a rien à voir avec un romancier qui s'engage. Mais c'est un romancier qui regarde les faits et il va les reproduire. Et Maupassant l'a dit, ce que je vois descend de ma plume et devient ce que je vais écrire. Ce que je vois, je vois descend de ma plume. C'est-à-dire, je regarde, j'écris. Je vais essayer tout simplement de regarder les faits et je vais reproduire les faits. C'est comme si, dans la classe, il y a un journaliste qui est venu tout simplement pour interroger M. Wade. Un écrivain qui viendra ici, il ne va pas dire que les élèves suivent ou bien les élèves... Non, il viendra pour regarder le journaliste, les élèves, leur concentration, ce que Wade est en train de dire, et il va reprendre ça. Il ne va pas dire que les élèves sont fait ceci ou bien les élèves sont fait cela. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas prendre parti. Et prendre parti n'est rien d'autre que dire oui ou bien dire non, alors que le réaliste ne va pas dire oui, le réaliste ne va pas dire non. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais bien aimé prêter votre attention sur quoi? Sur le roman comme un reflet de la réalité. Et quand je dis que le romancier reflète la réalité, c'est-à-dire que le romancier, il regarde, il observe et il écrit. Il ne va pas prendre parti, autrement dit, il va tout simplement embrasser l'un des principes du réalisme qui est l'impartialité. Et l'impartialité n'est rien d'autre que ne pas prendre parti. Et que le réaliste, lui, il regarde les faits et il va essayer tout simplement de reproduire cela. C'est bon? Voilà, donc, aujourd'hui, c'était tout simplement l'objet tout simplement de parler du roman entre ces deux réalités-là. Le roman comme une œuvre de fiction et le roman comme une œuvre qui reflète la réalité. Et que vu qu'on ne peut pas parler de tout ce dont on sait dans le roman, parce que l'émission, comme on le dit, est réservée aux élèves. Et que vu que le roman, je dis que le roman est le genre littéraire le plus compliqué, le roman est le genre littéraire le plus difficile à comprendre. Ce n'est pas comme la poésie. Parce que dans le roman, il y a des similitudes, il y a des ressemblances. Et que si l'élève ne parvient pas à distinguer ces ressemblances-là, il va tout simplement passer à côté. Donc, il faut comprendre ces deux choses-là, le roman comme une œuvre de fiction et le roman comme une œuvre tout simplement de réalité. Et que là, je tenais aussi à remercier les élèves de votre attention, parce que ces émissions-là sont faites dans différentes écoles. Et qu'aujourd'hui, Almadies 2 a eu la chance tout simplement d'assister à ces émissions. Et là, je vous demanderai tout simplement, demain ou bien après-demain, d'aller suivre encore ce que Wade ou bien ce qu'un professeur a fait à travers tout simplement le roman. Et là, c'est pour laquelle je vais prendre la citation d'André Gide. D'André Gide, dans la symphonie pastorale, lorsqu'il disait un homme a 100 brebis et que l'une des brebis s'égare, il reste une seule brebis et il laisse les 99 brebis et aille à la recherche d'une seule brebis qui s'est égarée, c'est pour montrer que ce brebis-là a de la valeur, a de l'importance. Donc, M. Ndoye du moins, ce que vous êtes en train de faire a de la valeur, a de l'importance. Et là, je tenais aussi à m'excuser et que j'ai perdu la voix. Ça fait 2 jours, 3 jours, j'ai du mal à parler, quoi. Merci encore. Voilà.